59% des Français dorment moins bien qu'avant. C'est ce qu'observe une étude Odoxa MNH pour le Figaro Santé publiée tout récemment. De plus, on y apprend qu'un Français sur 3 dort moins de 7 heures par nuit. Alors si vous faites partie de ces dormeurs malheureux, peut-être vous arrive-t-il de vous réveiller en pleine nuit sans pouvoir vous rendormir. Vous avez beau compter les moutons, regarder 15 séries, prier, réciter le chapelet, rien n'y fait. Vos yeux refusent de se fermer, votre corps refuse de se laisser aller. Impossible alors d'aller embrasser Morphée. Comment retrouver le sommeil au cœur de la nuit ? Eh bien, tentative de réponse, je l'espère en tout cas, pendant ces 52 minutes avec mes 3 invités dans cette émission sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la grande joie d'accueillir Clémence Pexavalet. Bonjour Clémence. Bonjour. Ravie de vous recevoir, de vous revoir, de vous retrouver. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes dirigeante, formatrice, auteure, conférencière, praticienne en sophrologie, en cohérence cardiaque, en hypnose. Vous enseignez aussi et vous pratiquez la méditation de pleine conscience, une discipline, on peut parler de discipline très à la mode, en tout cas on en parle beaucoup pour justement essayer de guérir nos côtés insomniaques, nos difficultés à nous endormir et à nous calmer en général, mais bien dormir sans médicaments. C'est votre dernier livre chez Odile Jacob. Merci d'être là, Clémence. J'ai oublié quelque chose ? C'est parfait. Bonjour à tous. Et ben voilà, on est ravis de vous retrouver. Alban de Cugnac, est avec nous. Alban, bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes responsable du contenu de Méditatio, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc vous aussi, vous invitez des auditeurs qui ont du mal à dormir, à méditer. C'est ça, exactement. Et moi-même ayant été sujette à de nombreux troubles du sommeil il y a quelques années, et puis suite à la demande de nombreux utilisateurs, on a décidé de lancer toute une section autour du sommeil, mais avec un angle chrétien, l'approche de méditation chrétienne. Ça peut marcher, on va voir comment. Nous sommes enfin en compagnie de Mathieu Julien. Bonjour monsieur, bonjour Mathieu. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, spécialiste des questions liées au sommeil, à l'insomnie chronique, à l'adolescence. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, Jeunesse, fonctions et facteurs de chronicisation, aux éditions psychologiques L'Harmattan. Cher Mathieu Julien, puisque vous êtes avec nous, moi je pensais que c'était effectivement une tendance chez nous, les adultes, mais les ados sont également concernés par ces problèmes d'insomnie, et ça c'est assez récent, me semble-t-il. Oui. La faute aux écrans, en résumé, ou pas seulement? La faute aux écrans, mais pas que. Je crois que les troubles du sommeil, quels qu'ils soient, nécessitent toujours un examen attentif, et il ne faut surtout pas se précipiter dans des clichés tout prêt, tout pensé, bien au contraire. Eh bien, nous allons explorer, en tout cas, cette délicate maladie du sommeil. Enfin, la maladie du sommeil, aujourd'hui, on est quand même 59%, en France en tout cas, à moins bien dormir qu'avant. Pourquoi, Clémence Pexavalet ? Y a-t-il, quelles sont les raisons d'abord ? Déjà, d'après les dernières études, un Français sur 4, 26% d'entre eux, vivraient des réveils nocturnes 3 fois par nuit. C'est énorme. Allez, rentre dans le sujet, Clémence, j'aime bien. On y va. 3 fois par nuit, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut avoir des troubles, effectivement, qui nous invitent à nous lever parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, parce qu'on a peut-être aussi de l'apnée. Il ne faut pas l'oublier. Il y a la possibilité aussi qu'il y ait des troubles médicaux qui nécessitent un diagnostic médical. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a tout ce qu'on met en journée qui fait qu'on va avoir un débordement de l'éveil. Donc, ce n'est plus un trouble du sommeil. On appelle ça un trouble de l'éveil. C'est-à-dire qu'à la fin d'un cycle de sommeil, au lieu de renchaîner sur le cycle suivant de sommeil, on va rester en mode éveil. Donc on pourrait dire que c'est plutôt dans ce cas-là, ces troubles du sommeil, qu'on banalise. En fin de compte, ce sont des troubles de l'éveil. C'est qu'on reste trop, notre machine à rester éveillée est trop sollicitée en journée et déborde sur la nuit. C'est pour ça ? Ça peut arriver, oui. C'est très fréquent dans les réveils nocturnes où on a une difficulté de rendormissement. Si on enlève les troubles médicaux comme l'apnée, comme les impatiences dans les jambes, mais aussi ça peut être des troubles hormonaux qui fait que la température corporelle monte, et que ce soit à l'adolescence, mais aussi au moment de transformation hormonale pour les femmes enceintes, c'est aussi pour les femmes en périménopause, on va avoir effectivement une augmentation de la température corporelle qui va favoriser aussi l'éveil. Donc on voit qu'on peut avoir des facteurs à la fois extérieurs à nous, le bruit de la chambre, la lumière, un animal de compagnie qui nous réveille à la fin d'un cycle, mais aussi on peut avoir des facteurs, ce qu'on appelle endogènes, à l'intérieur de nous, de mécanismes biologiques, métaboliques, qui favorisent cet éveil. En général, ça se passe entre 2 cycles de sommeil. Il y a quelques microsecondes d'éveil et il se peut que cet éveil dure, au lieu qu'en général, il y a une pression de sommeil telle qu'on renchaîne sur le cycle suivant. Les écrans sont-ils responsables et quelle proportion ? Alors, les écrans, effectivement, ont un énorme impact parce que
2 raisons. Il retarde votre endormissement et donc vous allez au bout d'un moment décaler pas aux heures optimales. Vous n'allez pas vous endormir aux heures optimales qui est prévues par votre horloge biologique. Et donc vous allez être en dette de sommeil, vous allez être vraiment vivre la journée sur les nerfs et ça aussi, ça va avoir un impact sur votre réveil nocturne. Et puis aussi, il y a tout simplement les écrans vont stimuler, outre la mélatonine qui bloque avec la lumière et retarder l'endormissement, ça va stimuler aussi l'échange, l'interaction, le cortisol, cette hormone qui est une hormone d'éveil. En surdosage, quand elle est trop stimulée, elle devient une hormone qui empêche de dormir. C'est avant tout une hormone naturelle, donc elle est biologiquement prévue pour être très élevée le matin et diminuer tout au long de la journée pour faciliter l'endormissement le soir. Mais si on stimule toute la journée trop notre cortisol, effectivement, cet éveil va déborder sur la nuit. Donc, on est programmé, entre guillemets, pour rester éveillé la nuit, alors qu'on devrait être avec un taux de cortisol qui descend vraiment... C'est la sensation du sommeil léger, de se réveiller avec un bruit de moustique, enfin un moustique qui passe par là, un klaxon de voiture. Alors, moi, à la maison, c'est incroyable. Ma fille de 2 ans et demi, elle se réveille jamais. Mais il peut y avoir des feux d'artifice dans la rue d'à côté. Je plaisante à peine. Elle se réveille même pas. Et moi, je me réveille avec un moustique. C'est quand même hallucinant. Oui et non, parce que quand même 50% du temps de la nuit est prévu en sommeil lent léger. Avec 25% en sommeil lent profond, on n'entend rien, et 25% en sommeil paradoxal. Le sommeil lent profond est plutôt en début de nuit, donc c'est pour ça qu'en début de nuit, on a du mal à nous réveiller, et plus la nuit avance, plus on est en sommeil lent léger, en sommeil paradoxal, et donc on est facilement réveillable. La pression de sommeil s'est levée, donc la fatigue s'est levée. Donc c'est normal. Donc c'est normal. Plus on avance dans la nuit, plus on peut avoir un réveil facile. Mais quand je dis que c'est normal, c'est pas si normal que ça, parce que si je me suis bien dépensée dans la journée, si j'ai fait en sorte que tous les facteurs qui favorisent de calmer ce mode éveil, eh ben je peux enchaîner mes cycles. On en revient toujours à ça. Alban, vous êtes passée par là. Oui, tout à fait. Ça vous parle tout ça? Moi, je suis passée vraiment par réveil là. nocturne. Les réveils nocturnes, c'était notamment lié à une grosse pression au travail. Je suis d'une nature assez inquiète. Du coup, tout tournait et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que j'étais en éveil permanent. Je n'arrivais pas à m'endormir. Ou en tout cas, je me réveillais la nuit et là, impossible de me rendormir. Et donc, il a fallu que je me fasse accompagner par mon entreprise qui, en fait, m'a fait passer un examen médical, qui a vu une tension qui était extrêmement basse et m'a dit vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et donc, ils m'ont proposé un accompagnement qui n'était pas un accompagnement médicalisé, mais simplement apprendre, d'une part, à réfléchir à certaines habitudes dans mon quotidien que je pouvais avoir qui n'étaient pas bonnes. D'accord. Et puis, d'autre part, également, des fausses croyances que je pouvais avoir par rapport au sommeil. Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement déterminant dans, ensuite, la manière dont je me suis projetée dans mon sommeil. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais après 4 heures d'insomnie. J'étais paniquée en me disant je ne vais jamais pouvoir tenir dans ma journée de travail. Il y avait ça. Et puis également, il faut absolument que ce soir, je me couche tôt ou bien que je fasse une sieste dans la journée pour gratter des heures de sommeil. Donc, il y avait vraiment ces 2 fausses croyances-là qui faisaient que j'étais vraiment dans un cercle infernal où je dormais mal. Et donc, il a fallu vraiment couper cela. Et ça a été radical. Ce sont des fausses croyances. Mathieu Juat, vous le confirmez? Qu'il y a des fausses croyances, oui. Non, mais là, ce qu'elle vient d'évoquer, je ferai une sieste, ou bien je me coucherai tôt ce soir, ou bien comment je vais faire pour tenir après 4 heures d'insomnie. Que 4 heures, pardon. C'est vrai que le sujet autour duquel il y a le plus de fausses croyances, c'est sur cette histoire de dette de sommeil. C'est effrayant, on en parle tout le temps. J'ai une dette de sommeil, je vais récupérer la dette que j'ai contractée. Et comment, très spontanément, on peut mettre en place des choses qui, parfois, ne récupèrent pas vraiment, parfois même aggravent le trouble du sommeil. Voilà, ces gens qui commencent à faire des siestes la journée et puis qui, finalement... ne sont pas plus en forme. Voilà, déjà ne sont pas plus en forme et puis, finalement, peut-être rendre encore plus compliqué le sommeil qu'ils vont avoir la nuit qui va suivre. Oui. Ouais. Ça arrive aussi. Les siestes sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Non. Ça, vous êtes en train de nous dire. Je crois qu'il y a une façon de faire la sieste. Si on fait des siestes en journée et qu'il ne s'agit pas d'aller se coucher et puis de se réveiller quand on se réveille ou de. Ouais. Alors, interprétation, Mathieu, quand même, de notre sujet du jour. Pourquoi se réveille-t-on? Vous êtes d'accord avec ce qu'a évoqué Clémence? Pourquoi est-ce qu'on se réveille aussi facilement la nuit comme ça, 2-3 fois par nuit? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusque-là, en ayant bien en tête qu'il y a donc 2 sujets. Le premier sujet, c'est qu'est-ce qui protège le sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'on se couche et puis on se réveille le lendemain et que le sommeil est réparateur ou pas? Allons-y, qu'est-ce qui protège le sommeil? Et la deuxième question, deuxième sujet, c'est quand le sommeil est suspendu momentanément, qu'est-ce qui fait que je peux y retourner pour poursuivre ma nuit? C'est ça les 2 sujets.
Et votre question, c'était alors, allons-y, le premier sujet. Comment est-ce qu'on fait, du coup quels sont les tips, enfin, quelles sont les bonnes conditions dans lesquelles se mettre pour ne pas se réveiller la nuit, pour commencer? Bien, déjà, on peut avoir en tête que dormir, c'est à la fois un comportement, un état profondément naturel et spontané. Et en même temps, c'est pas si simple que ça. Pour pouvoir s'endormir, il faut... ce soir, c'est pas si simple que ça. On pense que c'est simple, mais en fait, voilà, il faut se sentir bien, il faut se sentir bien avec soi-même, il faut se sentir en sécurité, il faut pas être ballonné par un repas qui a été trop important. Il y a tout un tas de conditions comme ça qu'il faut pas forcément optimales, mais qu'il faut réunir pour pouvoir s'endormir et puis ensuite maintenir le sommeil. C'est parfois dans des petits détails. Je crois que vous parliez de la température de la chambre. Ouais. C'est en fait assez vrai, quoi. Si vous avez trop froid ou trop chaud, ça va vous réveiller. Et puis, votre lit, est-ce que votre lit est confortable? La question environnementale, voilà, s'il y a des animaux de compagnie, si vous êtes au bord d'une rue passante, il faut se poser la question de ce que je peux mettre en place pour protéger mon environnement de sommeil et puis aussi pour être assez bien avec moi-même pour me laisser aller à me détendre. Clémence, est-ce que la charge mentale peut faire basculer notre sommeil qui était par exemple jadis très lourd et puis qui devient tout à coup léger, très léger au point de se rompre 3 fois par nuit? Ah oui, c'est clair. Dans les études, c'est vraiment la charge mentale, notamment chez les femmes, qui fait que le cerveau ne s'arrête jamais et il n'arrive plus. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que c'est le corps qui emmène dormir. Le cerveau, il ne s'arrête jamais, même pas la nuit. Il continue, il change d'onde cérébrale, de rythme, mais on n'arrête pas le cerveau. Maintenant, c'est le corps qui emmène dormir. Donc, il faut pouvoir aussi, toutes les tensions accumulées, qui sont des tensions nerveuses, physiques, corporelles, il faut pouvoir relâcher, donner le signal qu'on va dormir. On va se mettre dans un espace, et Mathieu l'a bien dit, on se met dans un espace de sécurité. Il faut ressentir cette sécurité. Et quand on a eu une journée qui est très stressante, très engageante, où on s'est senti vulnérable, on va ne pas lâcher si facilement. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent lâcher prise. Les gens confondent un peu lâcher prise et abandonner. Lâcher prise, et vous allez revenir dessus sûrement pour la méditation, c'est aussi avoir foi dans sa capacité à pouvoir se mettre en sécurité, dans ce moment de vulnérabilité qui est la nuit, parce qu'on ne va pas se défendre contre un agresseur. On remet son être dans cet espace de sécurité. Et ça, c'est une façon aussi d'aborder dans les croyances. C'est, je me dis, si je m'oblige, je suis en train de focaliser en me disant « Attention, je ne vais pas dormir cette nuit », j'ai des patients qui, dès le matin au réveil, se disent « J'appréhende la nuit à venir, la prochaine nuit, parce que je sais déjà que je ne vais pas dormir et que je ne vais pas tenir le coup. » Donc, on voit qu'on est en train de mettre un mécanisme de croyance qui éveille. La moitié du cerveau est en train d'observer, qui ne dort pas pendant la nuit. Alors qu'il faut pouvoir se remettre dans cette capacité naturelle à pouvoir donc lâcher prise, se sentir en sécurité et s'endormir. Et là, effectivement, à ce moment-là, le corps, si on le relâche, il donne l'indicateur d'aller vers le sommeil. Parce qu'il faut que le corps se relâche quand même pour aller vers le sommeil. On ne peut pas s'endormir tendu. Et encore on ne peut pas s'endormir quand on a une douleur. On ne peut pas s'endormir quand on a une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Toute la tension dans le corps maintient l'éveil. Parce que pourquoi? C'est tout simplement une alerte de survie. Donc, plus on est stressé, plus on a des chances effectivement de se réveiller facilement, de moins bien s'endormir. Alors le stressé n'est pas tellement le problème, parce que stresser c'est tout à fait normal, on a la capacité de stresser et de relâcher. Notre difficulté de tous les jours, c'est qu'on est en surstimulation d'adaptation, dans ce qu'on appelle un stress chronique. Et c'est ce stress chronique qui nous abîme. Mais oui, parce que le stress, c'est ce qui nous permet de nous adapter, de répondre à un nouvel environnement, à une nouvelle demande, de produire de l'énergie supplémentaire. C'est OK, et heureusement, sinon l'espèce humaine ne survivrait pas. Mais la difficulté, c'est que c'est toute la journée maintenant avec nos mails. À chaque fois qu'on reçoit un mail, petit shoot d'adrénaline, libération du cortisol qui a une durée de vie de 8 heures. Donc ça veut dire qu'on l'emmène, ça déborde. On fait plus de sas de décompression entre le soir, 20h, et le coucher. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a, comme notre ordinateur, un bouton switch on, switch off dans notre corps et dans notre cerveau pour se dire, OK, et d'ailleurs, régulièrement, je pose à mes clients, la question, c'est vous vous endormez parce qu'il est l'heure ou parce que vous sentez qu'un train du sommeil arrive? Et la plupart des clients ne sentent même plus le corps qui dit, il est temps d'aller dormir. Ils pensent, oh là là, il est 1h du matin, il faut que j'aille dormir. Exactement comme, du coup, les adolescents qui sont derrière leur écran, et on revient à votre première question, l'écran envoie le signal qu'il est midi en termes de luminosité. Donc, pourquoi est-ce que le cerveau irait s'endormir à midi? C'est pas programmé pour ça. Et donc, il reste connecté jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Mais le réveil scolaire, c'est 7h, 6h30, 7h.
Ils sont en dette de sommeil, ils sont zombies toute la journée, ils ont des difficultés de concentration, de mémorisation, mais surtout le soir, on a remarqué qu'au cabinet, tous, ils s'endorment vers 18h. Ils font une sieste de 3 heures, entre 18h et 21h. À 21h, ils se lèvent pour dîner en famille. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle... ils ont pris un morceau de la nuit qu'ils mettent en fin de journée, ils lèvent leur pression de sommeil, et arrivé la nuit suivante, ils n'ont plus cette pression de sommeil. Donc, il y a ce qu'on appelle une dérégulation métabolique et de l'horloge biologique, qui fait qu'il y a quand même des heures, on est des mammifères nocturnes qui sont faits pour dormir la nuit et être en éveil le jour. Et donc, la méditation, effectivement, tout ce qui permet d'avoir une introspection, mais sécurisante, pas cette fameuse introspection qu'on peut avoir la nuit où on revoit toutes ces problématiques. Absolument, et on les noircit en plus. C'est celle qui apaise, Ouais. c'est celle qui nous met en paix, la paix du cerveau, la paix du cœur, la paix du corps. On va en parler dans quelques instants. Les nuits d'été. En attendant, Villanelle de Berlioz, interprétée par Vesselina Casablanca. Favorable à l'endormissement? Je ne sais pas. Réponse avec nos invités. En tout cas, nous parlons de sommeil aujourd'hui, comment retrouver le sommeil au cœur de la nuit. Eh bien oui, si ça vous arrive, écoutez bien cette émission. Mathieu Julien est avec nous, lui qui est psychologue clinicien, psychothérapeute, spécialiste justement des questions liées au sommeil, aux problèmes d'insomnie, l'insomnie chronique à l'adolescence en particulier, à l'honneur dans cet ouvrage, Genèse, fonction et facteurs de chronicisation à l'Harmattan. Merci d'être là. Clémence Pex-Lavallee est également avec nous, elle qui est praticienne en sophrologie, qui a écrit Bien dormir sans médicaments, c'est possible, chez Odile Jacob. Alban de Cugnac est enfin avec nous, qui tient le contenu Méditatio, qui est passé par là, qui sait ce que c'est que de ne pas dormir et surtout de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Alban de Cugnac, effectivement, on a parlé des raisons qui nous font nous réveiller, donc la charge mentale, la sursollicitation, comme l'a dit Clémence juste avant que nous nous séparions. Il y a quand même un secret, effectivement, maintenant on va en parler, pour tâcher de se rendormir. Qu'est-ce qu'on doit faire et surtout ne pas faire quand on se réveille en pleine nuit? Allons-y. C'est une vaste question, je pense. En tout cas, ce qu'on ne doit pas faire, pour l'avoir vécu personnellement, Ouais. c'est ne surtout pas rester dans son lit pendant des heures à ressasser tout ce qu'on a en tête et commencer également à paniquer en se disant Il faut que je m'endorme. Zut, il faut que je m'endorme parce que l'heure tourne et demain, il faut que je me réveille à telle heure.
voilà, je vous laisserai après le développer parce que vous êtes certainement beaucoup plus expert que moi sur ce sujet-là. Mais nous, ce qu'on propose sur Méditatio, c'est vraiment d'une part, et ce que vous disiez tout à l'heure, Clémence, c'est vraiment d'une part de se calmer, de refaire un point avec le Seigneur sur voilà ce que la journée nous a apporté, de réaliser aussi que Dieu est là, que Dieu nous accompagne dans notre journée, mais qui nous accompagne aussi dans cette situation qui peut devenir une véritable épreuve pour certaines personnes qui ont des insomnies chroniques, et puis de veiller avec lui pendant la nuit. Voilà, c'est quelque chose, on a beaucoup d'utilisateurs qui reviennent vers nous avec des commentaires très positifs en nous disant que l'application leur permet de se rendormir, en tout cas de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus paisible, parce qu'ils prennent vraiment ce pas de recul par rapport à tout ce qui tournait, tout ce qu'ils avaient en tête, et ils vont vraiment reprendre conscience que Dieu est là et qu'ils peuvent confier tout cela au Seigneur. Vous proposez une méditation guidée, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Donc, on va proposer une méditation guidée qui va s'articuler de la manière suivante. On va commencer par un petit temps de relaxation physique parce que se rendre disponible à Dieu passe aussi par le corps. Et puis, c'est également, quand on a une insomnie, c'est aussi retrouver un petit peu de sérénité au niveau de son corps. Et puis ensuite, on va... alors, on a 6 types de méditation autour du sommeil sur l'application. Donc, il y en a qui sont assez basiques, qui vont être vraiment sur on va proposer de faire un point sur tel ou tel sujet, et puis ensuite de se confier à Dieu. Il y en a d'autres qui vont être, on va proposer de s'endormir avec des cantiques ou avec des psaumes. Voilà, donc ils sont lus, et puis la personne, on espère, peut s'endormir pendant qu'on lit le cantique. Voilà, mais tout ça est guidé. L'hypnose sous le cantique. C'est exactement. Génial. Mais voilà, tout ça est guidé, et les méditations sont un petit peu plus longues que nos autres méditations, justement parce qu'on essaye de vraiment accompagner les personnes dans ce temps d'endormissement. Voilà, on les propose aussi en mode avion. Donc ça peut marcher en pleine nuit, c'est pas un travers, enfin, c'est pas délétère de le faire en pleine nuit. On peut très bien se mettre à s'écouter une méditation. Pour nous, non, je pense que ça ne pose pas de problème. Pas de problème. Surtout, c'est ce que je disais, ce sont des méditations qui se téléchargent, donc qui peuvent être écoutées en mode avion, justement pour pas être perturbées par l'écran. Et l'idée ici est vraiment de pouvoir retrouver son calme et se rendormir tranquillement. Bonne idée, mesdames et messieurs, les spécialistes experts du jour. Mathieu, Julien, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est d'autant plus une bonne idée dans la suite de ce qui se disait avant la pause musicale, c'est-à-dire le pire, je suis d'accord, serait de rester dans l'obscurité de la nuit. Ça, c'est le pire. Face à la roue et le hamster qui commencent à tourner, et ça s'emballe, et ça, c'est le pire ennemi pour retrouver le sommeil, surtout si c'est chargé d'une rumination anxieuse, ou de faire des plans de la journée du lendemain, ou de faire le résumé de la journée qui vient de passer. C'est le pire. Donc la question, c'est comment mettre de côté l'angoisse, les sujets qui commencent à tourner. C'est pas simple de les mettre de côté. Il faut des stratagèmes, en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. La méditation, que ce soit via cette application ou d'autres outils qui parfois ne sont même pas des téléphones, enfin, permet justement de remplacer les pensées qui commencent à tourner en rond, généralement anxieuses ou dépressives, et qui empêchent de s'endormir. Ouais, alors allons-y, Clémence. Oui, c'est une bonne idée. On fait ça en sophrologie, de relâcher le corps, de revenir à la respiration pour calmer le système cardiaque, la tension artérielle, descendre la température corporelle, et on occupe le cerveau avec des visualisations à orientation sécurisante, positive, où le cerveau va être occupé à quelque chose, parce qu'effectivement, on va essayer de diminuer cet éveil, on va le ralentir et on va l'occuper. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on a une pression de sommeil, le fait, on l'a tous vu, quand on est fatigué et qu'on se concentre sur quelque chose, mais que c'est un petit peu ennuyeux au bout d'un moment, on s'endort, on se rendort. Alors, c'est une très bonne stratégie, mais ça n'empêche qu'on doit La stratégie de l'ennui. Oui, exactement. Et beaucoup de mes clients, d'ailleurs, écoutent une émission de radio. Lire la Bible, moi je plaisante. Et la lecture, vous en parliez tout à l'heure, parce que la lecture, elle est tout à fait possible pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui doit attendre le cycle suivant. C'est-à-dire que si on ne s'endort pas, on ne reprend pas tout de suite le cycle de sommeil. Oui. Le train est passé, il va repasser qu'1h30 après. 1h30 et on n'attend pas dans son lit. C'est vrai ça, Mathieu? Donc, on n'attend pas dans son lit. On se lève, on va dans le canapé. D'accord. Parce que lit égale dormir. Lit égale dormir. Je ne dors pas, je me lève. Comment est-ce qu'on sait que c'est ça? Comment est-ce qu'on sait qu'il faut faire ça? Parce que si je suis en sommeil léger et que je suis très fatiguée, j'arrive même pas à la force de me lever. D'accord. Si je suis capable de me lever, c'est-à-dire que j'ai fini mon cycle. Et si ça dure un peu longtemps, je rate mon cycle suivant. Donc je me lève, Direction je vais dans le canapé,
Je ne me mets pas derrière l'écran pour pas stimuler mon système d'éveil. Je ne vais pas sortir un dossier professionnel, mais je peux prendre un livre, par contre. Je peux écouter une émission. Je peux écouter un support calme, ennuyeux. Voilà, jusqu'à ce que mon corps m'envoie l'information, parce que mes yeux piquent, parce que je bâille, parce que j'ai un peu froid, que un nouveau train du sommeil se présente en gare. Et la direction ? Tout de suite au lit. Je essaye de réenclencher, parce que c'est lit égale dormir, et le fait d'aller au lit, de s'allonger, doit être un déclencheur du sommeil. Donc ça veut donc dire que quoi qu'il se passe dans la journée, je ne vais pas m'allonger pour me reposer la nuit, si j'ai des troubles réguliers. De réveil nocturne. Parce qu'il s'est habitué, ou par exemple, je vais aussi dire à mon client de ne pas se mettre 1h30 au lit avant, de lire quelque chose, parce que ça devient une activité au lit. L'activité, dans ce cas-là, on l'enlève du lit. Je fais une activité, je sors du lit. Je vais au lit, c'est pour dormir. Je ne trouve pas le sommeil, je me relève. Et je vais ainsi remettre un déclencheur. Lit égale sommeil. Je n'ai pas d'activité au lit. Donc là, je parle bien pour les personnes qui ont des réveils nocturnes récurrents. D'accord. Et quand ça arrive qu'une fois, de temps en temps, on laisse tomber le problème. Mais si ça devient toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, comme on l'a vu dans les statistiques, ça peut être jusqu'à 3 fois par nuit. Et des personnes, c'est toutes les nuits, 3 fois par nuit. Dans ce cas-là, on va rompre cette association. Alors, on pourra en guérir si on fait ce que vous dites là ? Absolument. Absolument. Et je ne vais pas me mettre... Alors, dans mon rituel d'endormissement, un rituel d'endormissement, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Je lis 3 pages et je m'endors dessus. D'accord. Si je me surprends à lire 1h30, ce n'est plus un rituel d'endormissement, c'est une activité au lit. Donc ça, je le fais dans mon canapé. Mathieu ? On peut en guérir, ça c'est une certitude, mais c'est vrai que ce qu'on entend bien avec ce que dit ma collègue, c'est que ça nécessite quand même une réflexion avec des connaissances justement loin de clichés, loin d'idées reçues, et que si ça persiste sur plusieurs semaines, et encore plus sur plusieurs mois, ça nécessite parfois quand même d'aller prendre conseil et de consulter auprès de sophrologues, psychologues. Les médecins traitants, généralement, sont aussi compétents pour vous expliquer comment ça fonctionne le sommeil et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour récupérer une gymnastique qui roule toute seule. Est-ce que, parce qu'il y en a qui nous écoutent, pardonnez-moi de parler encore de ma vie, mais pour les jeunes parents qui ont eu, par exemple, est-ce que c'est normal de passer par une phase de nuit coupée, nuit ciselée, tout ce que vous voulez, enfin, nuit interrompue, les uns les autres Alban, je sens que vous voulez répondre. Moi, pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, oui, c'est certain. On repasse par des nuits qui sont très coupées, mais parce que nos enfants nous réveillent. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai pu vivre il y a 10 ans, je suis capable, si j'ai une insomnie parce que j'ai été réveillée par mon enfant et du coup, hop, il y a tout mon cerveau qui se rallume, je suis capable de ne pas paniquer. Et puis, comme vous le disiez, de sortir de mon lit, de me dire, tant pis, demain, je serai un peu plus fatiguée, mais la journée va quand même bien se passer. Et de pouvoir soit lire, soit tout simplement noter aussi. Parfois, j'écris sur une feuille, tout ce qui m'occupe en ce moment, tout ce qui m'occupe l'esprit. Et généralement, ça marche très bien. Ça me permet, je dépose toutes mes petites inquiétudes et puis je peux aller me rendormir assez rapidement. Mais je dirais que quand on a une bonne connaissance de son sommeil, quand on a à peu près mis en place tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on est capable, même si on a été réveillé par nos enfants 3 fois dans la nuit, on est capable d'aller se rendormir par la suite. Ouais. C'est un travail de longue haleine. C'est de bien se connaître. Il vous a fallu combien de temps Moi, il m'a fallu, je dirais, 6 mois. Ah oui, ça c'est court alors. Donc ça a été assez rapide, mais ça a été. Vous êtes allé voir quelqu'un au départ ? Oui, j'ai une personne qui m'a vraiment coachée et qui m'a appris à beaucoup relativiser, à couper ses fausses croyances. Un psy ? Non, c'était pas un psy, c'était un coach en sommeil. C'était proposé par mon entreprise, donc voilà. Ouais. Mais qui vraiment m'a fait voir tout ce qu'on évoquait. Et puis également, en termes de rythme de vie, de faire un petit point là-dessus aussi. L'alimentation, est-ce que j'ai des horaires qui sont régulières ou est-ce que je dîne à n'importe quelle heure parce que je sors tous les soirs ? Est-ce que je fais un petit peu de sport dans ma journée ? C'est vraiment d'avoir un mode de vie qui soit suffisamment sain pour que le soir, on aille se coucher et qu'on soit disponible et disposé à s'endormir. Et puis c'est une question importante que vous posez sur la question des enfants, des familles. C'est-à-dire, il faut aussi avoir en tête que dormir, c'est quelque chose de très solitaire finalement. On peut aussi dormir en couple. Et puis, dans une famille, il y a plein de rythmes. Il y a à la fois les horaires de la société, du social, qui est de l'école, vous en parliez tout à l'heure. Et puis, dans une famille, on ne dort pas pareil quand on a 45 ans, que quand on a 8 mois, que quand on est adolescent. Et donc, ça nécessite aussi un travail qui, généralement, est inconscient, mais qui parfois ne se fait pas automatiquement, de synchronisation des rythmes
et des horaires au sein de la famille. Vas-y, voilà. Et donc, quand plusieurs membres d'une famille souffrent dans leur sommeil, ça nécessite aussi d'avoir cet examen-là. Qui dort, comment ça s'organise, qui gère le sommeil de qui, celui qui se réveille à 4 heures parce qu'il est boulanger pour aller travailler, est-ce que ça a un impact sur les autres? Il y a un bébé qui est malade, je reçois une famille en ce moment où les grands-parents vivent à la maison et donc ils dorment de manière très réduite la nuit et puis beaucoup en journée. Donc, et la famille a du mal à se synchroniser pour que quand même les rythmes individuels ne soient pas trop impactés par les rythmes des autres. En fait, c'est tellement personnel et individuel, le sommeil, que plus on est nombreux quelque part, c'est difficile, Clémence. Hein. C'est vrai, ça. On a une carte d'identité du sommeil propre à chacun qui est génétique, qui nous donne notre chronotype. Et puis après, on a des durées de sommeil qui sont un peu différentes, les besoins entre un nouveau-né, un enfant, un adolescent, un adulte et un senior. Donc du coup, il faut faire coexister tout ça et une approche cognitive et comportementale qui permet individuellement, mais aussi peut-être au sein de la famille, de remettre les choses. Donc ça va être de tout ce qu'on ne fait pas bien, sans s'en rendre compte, parce qu'on cherche à compenser une difficulté d'endormissement, on cherche à compenser une fatigue régulière. Eh ben, on va revisiter tout ça. Les sophrologues qui sont spécialisés sommeil, là du réseau Bien Relax, ils sont spécialisés sommeil, ils vont pas proposer que des séances de sophrologie, ils vont revisiter tout ce qui se passe en journée qui fait qu'on se réveille la nuit, qui fait qu'on a du mal à s'endormir, qui fait qu'on se réveille, on est fatigué. Il y a plein de possibilités aussi, hein, parce qu'il faut savoir que le lendemain d'une nuit où on n'a pas bien dormi, on a été réveillé plusieurs fois, on n'est pas en forme. Non. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Naturellement, on va essayer de compenser. Mais souvent, ce qu'on met en place pour compenser va impacter, enfin, pas souvent, toujours, va impacter la nuit à venir. Et on rentre dans ce cercle qui fait qu'au bout d'un moment, on dit, je n'arrive plus, j'entretiens, entre guillemets, mon trouble du sommeil. Et c'est ça qu'on va essayer de rompre. On va leur donner de nouvelles règles du jeu en connaissant leur chronotype, leurs besoins de sommeil, leur activité professionnelle, les horaires décalés, les horaires, qu'est-ce qui se passe dans la journée, les douleurs. Hein, moi, j'accompagne beaucoup de patients qui ont des douleurs physiques. La douleur fait réveiller. Ouais. Et puis aussi les médicaments qui altèrent la structure du sommeil. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que le traitement, il est là, il doit être pris. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour renforcer une qualité de sommeil qui permet du coup d'être satisfait, d'être bien en journée? Est-ce que les tisanes, ça marche? Les tisanes, ça marche? Les tisanes du sommeil, douce nuit et compagnie, ça marche? Alors, des molécules marchent et sont prouvées scientifiquement. Les Scholzia, l'obépine, la passiflore, on va voir s'il y a une somatisation plutôt digestive, cardiaque, neuromusculaire. La rhodiole marche en journée, la valériane, la passiflore, l'aubépine. Voilà. Mais tout ça, il faut voir avec un spécialiste sommeil parce que c'est pas n'importe quelle molécule. Les Scholzia est vraiment scientifiquement... N'a pas un effet, c'est plutôt l'effet boisson chaude, quoi. La tisane. Non, quand même, dans la tisane, il y a ça dépend de la qualité de la tisane. Ça va dépendre. Bon, le Scholzia, par exemple, à prendre de la valériane, ça n'a pas un bon goût, donc on va peut-être le prendre en gélule. Mais il y a des études scientifiques qui montrent l'efficacité de certaines molécules. Hein, on parle de phytothérapie dans ce cas-là. Oui. On parle pas de mélange de tisane, voilà. Maintenant, l'effet chaud, comme le lait chaud, et avec le miel, la grand-mère, effectivement, ça calme le GABA, donc ça c'est validé. Ouais. Mais si quelqu'un a un problème de diabète, on va pas donner une recette qui n'est pas adaptée aux besoins de la personne, parce que c'est tout un environnement global. Et souvent, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'on parle de tisane, mais ça pourrait être aussi, qui marche, donc, on pourrait dire certaines molécules marchent, à des bons dosages, pris au bon moment. Et puis, c'est comme la mélatonine, c'est intéressant, s'il y a la libération. On en parle, la mélatonine. Ça, c'est vraiment, on en parle dans les salons, la mélatonine, Mathieu Julien. C'est bien la mélatonine, mais effectivement, là aussi, il faut se faire aider, il ne faut pas faire n'importe quoi dans une pharmacie. Disons que je suis assez d'accord, ça nécessite toujours un examen individuel, parce qu'il n'y a pas d'idée toute faite, malheureusement. Et puis, je rejoins l'idée sur la question des tisanes, dans le sens où ça peut être aussi un moment de plaisir, le soir, qui permet le relâchement du corps, tout simplement, le relâchement de l'esprit. Sans aller très loin. Tout simplement, mais en même temps, ça compte d'être heureux, léger, détendu, d'avoir pris du plaisir pour pouvoir s'endormir. Les petits rituels sont importants. On en parlera peut-être après, effectivement, avec vous trois, chers amis, Alban de Cugnac, Clémence Pex-Laval et Mathieu Julien. Nous séparons pour mieux nous retrouver après quelques nuits blanches, pas trop non plus, de Benjamin Biolay. À tout de suite.
J'aperçois les voitures sur le boulevard de ceinture dans la nuit claire. Je perçois le murmure d'un Canadair dans l'azur, dans l'azur. Des pages blanches, des mots croisés du reader digeste. Dans mes nuits blanches, il y a des turbulences, des messages aux morses, des SOS. Dans mes nuits blanches, les baigneurs font la planche, les grands requins blancs font le reste. Dans mes nuits blanches, je vois les Appalaches, et j'entends souffler le vent de l'ouest. Dans la nuit noire, j'aperçois les voitures sur le boulevard. Dans la nuit claire, je perçois le murmure d'un Canadair dans l'azur, dans l'azur, dans l'azur. Dans mes nuits blanches, les baigneurs font la planche, les grands requins blancs font le reste. Dans mes nuits blanches, je vois les Appalaches, et j'entends souffler le vent de l'ouest. Dans mes nuits blanches, il y a des avalanches, et des skieurs qui font du hors-piste. Dans mes nuits blanches, les photos de vacances sont les seuls souvenirs qui subsistent. Et voilà pour Benjamin Biolay, Les Nuits Blanches. J'espère qu'elles ne sont pas trop nombreuses pour vous, en tout cas, enfin les nuits saccadées, puisque c'est le sujet du jour, chers amis auditeurs chouchous. Mathieu Julien est avec nous, psychologue clinicien, psychothérapeute spécialisé des questions du sommeil, enfin notamment, qui vient de publier cet ouvrage colossal, L'insomnie chronique à l'adolescence, genèse, fonctions et facteurs de chronicisation. On a parlé de chronicité d'ailleurs, de chronicité, c'est ça, hein? Oui, voilà, pardon. J'en perds mon latin. Aux éditions L'Harmattan, en tout cas. Nous sommes également en compagnie de Clémence Pex-Lavallée. Bien dormir sans médicaments chez Odile Jacob, elle qui est praticienne en sophrologie. Et enfin, Alban de Cugnac, qui est créatrice de contenu. Donc, ce fameux podcast, c'est un podcast, on peut le dire comme ça. Hein. Une application, pardonnez-moi. Méditatio, voilà, toutes sortes de méditations adaptées en fonction de là où vous en êtes dans votre sommeil, votre endormissement, votre niveau de stress, et puis votre façon aussi de vous endormir, si vous avez besoin plus de cantiques, de psaumes, plutôt de méditation guidée, de textes. Il y a des chroniques aussi, j'imagine, enfin des sortes de textes d'improvisation, non, parfois. Non, c'est plus vraiment d'accompagnement de pur. L'accompagnement pur, uniquement sur audio, et voilà, qui est vraiment fait pour être écouté. Fermer simplement les yeux et se laisser guider par l'application. Et bien voilà, nous voilà de retour dans ce studio. Effectivement, nous parlions des petites astuces, des trucs et astuces. On aime bien ça dans cette émission En quête de sens, surtout quand il est question de sommeil, de maladie, quand on parle de maladie sommeil, c'est autre chose. Là, on se fait vraiment accompagner et suivre médicalement. Mais quand c'est vraiment, on se rend compte que tout à coup, on a du mal à s'endormir ou à se rendormir, à trouver le sommeil. On sent que la dette de sommeil s'accumule de mois en mois ou d'année en année. Il n'est pas trop tard, Mathieu Julien. Il n'est pas trop tard, mais à condition de bien suivre une certaine forme de protocole, une certaine forme de certains conseils, en tout cas, que vous nous donnez depuis le début de cette émission, sont à suivre. À commencer par les
repères, les habitudes, les rituels. On a parlé de tisane tout à l'heure. Clément, c'est vraiment très important. Vous parlez de rapport à la sécurité. Hein. C'est intéressant, ce conditionnement. À la transition, être en transition entre l'éveil et le sommeil, ça se ralentit tranquillement. Et il faut compter en moyenne 2 heures. Et donc, du coup, il y a une décélération du métabolisme de l'organisme, d'ailleurs, qui est en corrélation avec le début de l'obscurité. Et puis, évidemment, tout le corps va progressivement relâcher, la température corporelle va descendre. Et dès que la température corporelle descend, on a envie de dormir s'il y a une pression de sommeil accumulée pendant la journée qui est suffisante. D'ailleurs, on a souvent un peu froid quand on commence à avoir sommeil, on a un petit peu froid. Exactement, ça veut dire que le train du sommeil est en gare et que là, on monte dans le train et il nous emmène dormir pour ce premier cycle. Dodo. On ne le rate pas non plus pour ses enfants, dès qu'ils voient qu'ils se frottent les yeux, qu'ils bâillent. On apprend à son enfant à repérer ses signaux et à aller au lit, alors que quand il est dans la résistance de l'endormissement, parce qu'il est un peu anxieux dans ce moment où il va se retrouver seul dans son lit, dans l'obscurité, il va peut-être même avoir une réaction contraire et s'exciter. C'est pas du tout. Et il rallume son système d'éveil. Non, dès qu'on voit qu'il commence à avoir un peu ces signes, et qu'est-ce qui va lui permettre d'avoir ces signes, d'en prendre conscience? C'est tout le rituel d'endormissement qu'on met en place avant et qu'on doit garder aussi en tant qu'adulte. Alors bien sûr, on ne garde pas le même rituel que quand on était enfant. On l'a adapté à sa vie d'adulte, mais il va nous permettre de glisser progressivement dans un sas, dans une transition où le système d'éveil se calme et celui du sommeil, du coup, va prendre le relais au niveau du cerveau et du corps. Oui, Alban, quels sont vos... Alors, est-ce que la tisane, vous pratiquez ou pas du tout, par exemple? Non, moi, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment quelque chose que je fais pas, mais voilà. Et la lecture? Libre à moi. La lecture, oui, mais comme vous le dites, je vais lire 3 pages et puis je vais m'endormir rapidement. C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut que mon cerveau comprenne que le lit est un endroit pour dormir et c'est terminé. Il n'y a pas d'autre chose, enfin, je ne fais rien d'autre dans mon lit que dormir. Donc moi, ça va plus être d'avoir beaucoup de calme après le dîner. Je sais que si je sors, par exemple, dans un dîner avec des amis, qu'il y a beaucoup d'animation, je vais passer une très mauvaise nuit après. Parce que je me serais endormie avec beaucoup d'excitation et j'aurais pas eu du tout cette phase de calme et d'apaisement. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et du coup c'est pour ça qu'on a eu à cœur de proposer ça sur Méditatio, d'avoir vraiment ce temps de relaxation qui fait que retour au calme en fait. Voilà, exactement, on fait vraiment retomber toute la pression de la journée. On met tout ça, on pose tout ça pour la nuit et on se détend et on s'endort avec le Seigneur. Ouais, voilà. Merveilleux. Mathieu Julian, effectivement, ça fait rêver d'arriver à ce qu'est arrivé, de pratiquer tout au long de vos nuits, Alban. C'est un exercice faut vraiment s'entraîner toutes les nuits, il ne faut pas lâcher parce que sinon, j'imagine que le trouble revient au galop. Hein. Je pense que s'il y a un point à retenir et qui était présent dans leurs 2 réponses, c'est l'importance du ralentissement. On passe pas de l'éveil de sa journée à son lit en ayant l'idée qu'on va s'endormir dans les 3 minutes. Il faut tout un temps qui diffère un peu en fonction des gens de ralentissement. Et c'est pour ça que les méditations fonctionnent si bien, qu'elles soient guidées ou seulement musicales. C'est que si vous regardez comment elles sont composées, vous avez des voix qui vont parler tout doucement. Ouais, comme la vôtre, quoi, par exemple. Il va y avoir des temps de pause. Des temps de pause et ça attire vous êtes concentré et ça induit un autre rythme pour votre corps et pour votre vie psychique et c'est ce ralentissement-là qui est le plus important et qui vous permet d'accéder à l'endormissement. Ouais. On est obligé forcément de se faire... Enfin, quand on sent qu'on a des angoisses nocturnes, on peut partir de l'un ou l'autre, c'est-à-dire partir du conditionnement ou la case psy un peu obligatoire, ou l'accompagnement sophrologique, ou je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus, Clémence? Je pense que chacun a son chemin, mais quand on a un trouble qui est installé et qui est récurrent, on n'attend pas, on sait que ça marche, les approches cognitives et comportementales, et on sait que c'est la recommandation numéro 1 pour faire évoluer, pour que plus on mettra de temps à revenir en arrière, plus ce sera difficile. Oui, la plupart des clients que j'ai, c'est depuis 20 ans qu'ils ont un trouble du sommeil installé et on doit changer beaucoup de choses dans leur journée parce que c'est la journée qui conditionne déjà la nuit. Il faut voir que la nuit, c'est la réponse à la journée. D'accord. Donc la personne, elle va focaliser sur son réveil nocturne, mais en fin de compte, il y a plein de choses dans la journée qui ont déjà planté la graine du réveil nocturne. Et effectivement, et là, la personne qui vient nous voir, elle dit « Mais moi, je voudrais le tips
pour entre 3h et 4h du matin, parce que beaucoup se plaignent de ce C'est ça, fameux tout à transition fait. 3-4h du matin. Et pourtant, dans notre anamnèse, on va leur poser la question de tout ce qui s'est passé dans la journée qui a fait qu'il y a eu ce débordement d'éveil et donc favoriser ce premier... Souvent 3-4h du matin, il ne faut pas l'oublier qu'on a déjà fait 2 cycles de sommeil, donc on a levé la pression de fatigue dans le corps. On a déjà été en sommeil lent profond sur 2 cycles, hein, et donc on a moins de pression de fatigue, on est plus en sommeil léger, donc on est plus réveillable. Et alors là, notre cerveau s'en donne à cœur joie, nos émotions aussi. Et puis la nuit, on a tendance à aller plus vers une focalisation négative de toutes ces problématiques, soit de ce qui va arriver le lendemain, soit de ce qu'on n'a pas réglé dans la journée. Donc des ruminations, ou plutôt déjà de l'anxiété, de prévoyance, d'anticipation. Donc on voit bien qu'on réapprend aussi aux personnes à focaliser sur... J'aime beaucoup cette notion de apaisement intérieur. Apaisement du corps, apaisement intérieur, et reprendre, avoir foi en soi, reprendre cette capacité naturelle, parce que dormir, c'est naturel, c'est aussi vital que respirer. Qui l'eût cru? Oui. Mathieu, Julien, vous vouliez ajouter quelque chose aussi? Oui, moi j'ai toujours une réponse très radicale et claire à la question que vous posiez, c'est-à-dire à partir de quoi consulter finalement. La question du trouble chronique, là, est à entendre. À partir du moment où ça devient régulier, chronique, Donc une nuit sur 2, ça suffit pour être régulier. il faut demander conseil, à la fois par rapport à ce que disait ma collègue, c'est-à-dire plus on se pose des questions tôt, plus ça se résout vite et puis on reprend un rythme normal. Et l'autre question, c'est que c'est pas pour rien que les troubles du sommeil sont des enjeux de santé publique depuis 2019. Parce que le trouble du sommeil, lorsqu'il est chronique, il a des conséquences fâcheuses à moyen terme et à long terme sur la santé du corps, du cœur, et aussi la santé psychique, pour tout le monde. Et c'est très insidieux, ça s'installe avec le temps, et puis voilà, ça c'est très très important. Ouais, essentiel de le rappeler, effectivement, de ne pas prendre ça à la légère. Quoi. Oui, moi je dors mal, c'est comme ça. Non, parce que ça serait quelque chose qu'on entendait il y a quelques années, maintenant de plus en plus. Heureusement que vous êtes là, les uns les autres, aux experts, pour nous dire. Une personne sur 2 seulement consulte. Une personne sur 2 seulement. Il y a des problèmes, consulte ça. Vous entendez, auditeurs? Vous entendez? Si vous avez vraiment cette fâcheuse tendance à ruminer la nuit, hop, petite lanterne orange. Effectivement, soit on commence tout doucement avec les méditations d'Alban, ou bien on va on consulte effectivement son médecin généraliste. Vous l'avez dit, ça peut passer par, si on est un peu inquiet de devoir confier sa vie encore à quelqu'un on ne connaît pas encore ou autre. Voilà, en parler, vous avez dit, c'est intéressant. Commencer éventuellement à en parler à son médecin généraliste qui pourra vous aiguiller, Clémence. C'est son premier référent, c'est le médecin généraliste. Voilà. Et c'est lui qui peut faire le diagnostic et aiguiller dans son réseau aux bonnes personnes pour approfondir le diagnostic médical ou pour proposer une approche cognitive et comportementale. Ouais, Mathieu. Et puis sur le site internet du Centre de référence des troubles du sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris, où il y a beaucoup de ressources, énormément de ressources à destination des familles, des gens, du grand public. Et alors, j'avais une question, pardonnez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais sur l'horaire de coucher, parce que c'est vrai que, est-ce qu'il y a une espèce de corrélation entre l'heure du coucher et le réveil nocturne, oui ou non? Il paraît qu'il ne faut pas se coucher non plus trop tôt, que ce n'est pas forcément une très bonne idée, Clémence. Alors, la réponse, elle est double. Bien sûr qu'il faut se coucher quand c'est dans son chronotype et qu'on a suffisamment un besoin de sommeil. Donc, c'est votre corps qui vous dit qu'il est temps d'aller dormir, qu'il est fatigué. Il vous dit stop, tout simplement. Et heureusement que le corps est là, parce que le cerveau ne dirait jamais stop. Donc, le corps vous envoie le signal que c'est stop. Mais en fin de compte, l'horloge biologique, elle se cale avec l'heure du lever. Et les gens se focalisent énormément sur leur coucher, mais l'heure de coucher est la réponse à tout ce qui s'est passé depuis l'heure de lever. Donc c'est l'heure de lever régulière, et c'est une des difficultés qu'on a actuellement, c'est que souvent on a une heure de lever en semaine qui est différente de celle du week-end. On fait un petit jet lag, ce qu'on appelle un jet lag social, et qui dérégule l'horloge biologique, et ce qui fait que le lundi matin, et d'ailleurs souvent le dimanche soir aussi, du coup on s'est levé plus tard samedi, dimanche matin on fait grasse mat, dimanche soir on n'arrive pas à s'endormir. Et lundi on est épuisé. Et lundi matin pour se lever on est décalqué parce qu'il faut remettre l'horloge biologique. Donc notre horloge de lever, si on a un trouble du sommeil, si on n'a pas de trouble, on ne change rien. Mais si on a un trouble du sommeil, la première règle c'est d'avoir une heure de lever fixe, week-end compris, vacances comprises.
Intéressant. Alban, vous y êtes colté à ça ou Oui, pas? oui, tout à fait. Ouais, je suis Ah passée par là. ouais, dis donc. C'est vrai que c'était un peu rude de mettre son réveil tous les samedis et dimanches matin à 7h. Mais j'ai vite compris que c'était extrêmement important et que ça jouait vraiment dans la qualité Comment de vous faites quand vous mon sortez le sommeil. week-end? Comment vous faites quand vous sortez le week-end? Vous rentrez Alors vous faites comme Cendrillon? aujourd'hui, j'ai plus de problème parce que j'ai des enfants qui sont en fait mon réveil matinal. Mais oui, le week-end, je sors, mais je sais que je vais devoir me réveiller à 7h le lendemain matin. Donc je fais attention aussi. Voilà, bienvenue au club. J'évite de boire de l'alcool, j'évite de boire de la caféine. Et puis, je fais attention à... Je sais que, c'est ce que vous disiez, il faut écouter son corps. Donc, je sais que quand je commence à avoir à plus du tout être concentrée dans les conversations et à avoir mes yeux qui se ferment, Il faut rentrer. Je sais qu'il serait bon que je rentre. Et Voilà. alors, et l'alcool altère la qualité du sommeil, bien évidemment, mesdames et messieurs. Mathieu, Julien. Oui, l'alcool, l'alimentation, les boissons que l'on boit. Surtout l'alcool, je pense. Alors l'alcool, il altère la structure du sommeil. On a un sommeil beaucoup plus léger et agité. Donc du coup, on va être réveillable. En plus, il déshydrate. Donc on va aussi avoir, c'est un diurétique aussi. Donc du coup, on va avoir beaucoup de facteurs qui favorisent un sommeil de moins bonne qualité et donc moins réparateur. Et le lendemain, on est plus fatigué. Quand je sors le week-end, par exemple, moi, je sais très bien, le lendemain, je me réveille à la même heure. Si vraiment j'ai fait une grosse nuit blanche, je vais peut-être faire là une sieste appropriée, c'est-à-dire pas n'importe quand. C'est 6 heures après l'heure du lever, donc si je me lève à 7 heures, ça, 6 heures après l'heure du lever, c'est entre 13 et 14 heures, c'est pas 18 heures, c'est pas c'est que je vais faire une petite sieste, donc je peux avoir la sieste de 20 minutes qui me permet juste de recharger un petit peu en énergie et qui m'évite d'aller en sommeil lent profond, donc de me réveiller groggy si j'ai pas fini mon cycle, ou je fais une sieste royale d'1h30, un cycle complet. Mais attention, là je sais très bien que ça va me lever la pression de fatigue et je vais avoir du mal à m'endormir, plus de mal à m'endormir la nuit suivante. Donc pour ceux qui ont un trouble du sommeil, on va effectivement éviter la sieste, même interdire la sieste carrément pour les insomniaques, puisque s'ils dorment en journée, ils ne vont pas dormir la nuit, il y aura plus de pression de sommeil. Si je n'ai pas de trouble du sommeil, là je peux proposer une sieste, une power nap, une séance de sophrologie qui va remplacer la power nap pour recharger en énergie, pour pouvoir tenir malgré la dette de sommeil, et surtout, je sais que je vais mieux dormir la nuit suivante puisque j'aurai plus de pression de sommeil. Eh bien, je vous remercie infiniment, Mathieu. Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Heureusement, parce que à la fin de l'émission, je vais me faire gronder. Voilà qui est dit. Merci Mathieu Julien. Votre livre, L'insomnie, chronique à l'adolescence, jeunesse, fonctions et facteurs de chronicisation chez l'Harmattan. Merci infiniment d'être venu ce soir pour parler du sommeil, de ces problèmes de sommeil que nous avons. Clémence Pexta-Vallée, Bien dormir sans médicaments, chez Odile Jacob, votre ouvrage, vous qui êtes praticienne en sophrologie, merci également. Et enfin, merci à Alban de Cugnac et son contenu Meditatio, son application, pardonnez-moi, qui est gratuite ou pas, j'ai même pas demandé. Oui, qui est gratuite, absolument. Voilà, et bien merci les amis, et bonne nuit, pas tout de suite, attention, on se couche pas trop tôt non plus. Bonne soirée à tous.